à tous. Le projet ado, cette nouvelle émission qui va aborder le thème de vos ados. Alors, comment se débrouiller avec son ado, comment essayer de le vivre au jour le jour. Et on va s'adresser aussi aux ados en leur demandant de bien écouter cette émission pour essayer de comprendre comment passer cette adolescence du mieux possible. Avec moi, Bernard Zanzouri, donc avec moi, mon invité qui serait pas une invitée puisque c'est la co-présentatrice de l'émission, Sarah Usan. Sarah, bonsoir. Bonsoir Bernard, comment vas-tu? Tout va bien, ça roule comme des 33, comme on dit chez nous dans le pays. Au top. Alors, ce soir, de quoi va-t-on parler? On va parler des jeux. Vos adolescents, des fois, disparaissent dans leur chambre, on ne les entend plus pendant des heures, et pourtant, ils ont l'air de discuter avec plein de monde, puisqu'ils jouent en réseau avec des copains. Au début, c'était drôle, c'était sympa, on leur a peut-être même acheté certains jeux, et puis au bout d'un moment, ça commence à devenir extrêmement pesant. Parce qu'ils ne font plus que ça, ils pensent plus qu'à ça, ils ont des cernes sous les yeux, et puis au bout d'un moment, ils deviennent même parfois agressifs parce qu'on les dérange. Et là, c'est conflits familiaux et compagnie. Vous connaissez bien ça? Eh bien, on va essayer ce soir de traiter ce thème à fond. Sarah, tu m'as dit en coulisses que toi, tu étais concernée au premier chef, puisque tu as un ado à la maison qui joue et ça devient de plus en plus dur. Alors, parle-nous-en un peu. Ouais, quand tu m'as dit, Sarah, on va faire le projet d'émission, je t'ai dit quoi tout de suite? Bernard, j'ai le problème à la maison, enfin, problème au premier degré, on va dire, parce que c'est les prémices de l'addiction. Mon fils a bientôt 13 ans et depuis quelques temps, j'ai décelé qu'il n'arrêtait pas d'être sur l'iPad. Maman, donne-moi l'iPad, il joue. Puis je vois qu'il joue en réseau avec des copains, tu sais, il les appelle. Jusque-là, rien d'alarmant. Non, tu vois, au début, tu te dis, bon, il est avec les copains, donc tu es rassuré parce que c'est les fils de tes copines. Tu te dis, bon, ça va, il est tranquille, il joue avec Ethan, avec Benjamin. Donc tu connais les noms, tu te dis, tout va bien. Puis plus le temps passe et plus les jours passent et puis tu te rends compte que, attends, il a mangé. T'as mangé? Non, il n'a pas mangé. Tout va bien, ouais, tu m'as fait ce que je t'ai demandé, le moment, 2 secondes, il pose, il va, il revient, il reprend. Alors jusque-là, on peut se dire même, il est passionné, bon, il a l'air de bien accrocher, puis très vite, ça commence à devenir pesant, voire dangereux. Conflictuel. Ouais. Voilà, en fait, j'ai senti une espèce d'agressivité, tu vois. Et en fait, c'est un enfant qui est plutôt calme, qui est plutôt vraiment, tout le monde pourrait le confirmer, c'est un enfant calme, qui m'a jamais causé de problème. Et là, j'ai senti que dès que tu le déconnectes du jeu, il y a une vraie agressivité et c'est plus le même enfant. Et jusqu'à qu'on en est arrivé vraiment à des conflits assez forts et violents parce que je lui retire l'iPad et on dirait que, excuse-moi du terme, on dirait que je vais retirer sa vie, quoi. Alors écoute, on va se servir peut-être de ton problème à toi, à la maison, pour servir un peu de fil rouge à cette émission. Et on va faire entrer nos invités au fur et à mesure dans ce débat. Allez. Et pour ça, je propose d'aller voir Yoni. Alors Yoni, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est complètement installé, qui a 30 ans, qui est marié. Baruch Hashem, ça roule pour lui, sauf que il joue. Et il a beaucoup joué dans le passé. Et on va essayer de rentrer dans la tête d'un joueur pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment on arrive à ça, comment on en sort, est-ce qu'on en ressort un jour? Avec lui, quoi. On va analyser. Et je propose de le contacter tout de suite et d'appeler notre premier invité qui habite en France. Bonsoir Sarah, bonsoir Bernard, enchanté. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour parler de ma plus grande passion, les jeux vidéo. Bonsoir Yoni. Alors la vraie question, elle est comme ça, Yoni. Pourquoi on joue et pourquoi c'est aussi prenant pour un jeune, pour un enfant, de rentrer dans un jeu vidéo et d'un coup d'être aspiré complètement? Qu'est-ce qui aspire à ce point-là toute notre jeunesse actuellement? Alors d'abord, la première chose, la raison pour laquelle on a envie de jouer, c'est qu'on a envie de s'évader du quotidien, on a envie d'aller voir des mondes qui sont virtuels, qui sont irréels, et ça nous permet comme ça d'aller passer du temps en parallèle de ce qu'on a l'habitude de faire vers des endroits encore inexplorés, des mondes magnifiques, merveilleux. Graphiquement, on est capable de nous proposer aujourd'hui des nouvelles technologies et des nouvelles expériences, et c'est la première raison pour laquelle on a besoin de se changer les idées, de se détendre. Il y a des gens qui vont faire du sport et il y en a d'autres qui vont préférer se poser devant une console et devant un écran. Mais au début, on est vraiment dans une dynamique de jeu, c'est-à-dire on a envie de jouer. On a envie de jouer. La première étape, c'est ça. On a envie de découvrir quelque chose, de tenter une nouvelle expérience. Et très rapidement, on va tomber dans un phénomène d'addiction parce que on va se plaire au jeu, parce qu'on a envie aussi de monter en compétence, d'être performant, d'être le meilleur. Et ça passe par des heures de jeu multiples. D'accord. Et en fait,
Comment vous rentrez dans cette espèce de spirale? Parce que bon, on a entendu aussi la suite, moi ayant même un enfant à la maison, mais comment vous rentrez dans cette espèce de spirale qui fait qu'on a envie de mettre de l'argent dans le jeu? Comment ça se passe en fait pour que justement en fait ça marche, ça appâte quoi. C'est tout simplement un appât, mais j'ai envie de savoir comment ça fonctionne. Au départ, on joue réellement pour s'amuser, mais rapidement, on a envie de jouer pour être le meilleur. On a besoin de se démarquer des autres et on a besoin de trouver notre propre identité. Alors, au départ, les jeux avaient une durée de vie qui était limitée. Vous finissiez les différents niveaux et c'était terminé. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, il y a toujours des nouvelles choses à faire, des nouvelles étapes, des extensions. Et donc, vous avez la possibilité soit d'aller plus vite en payant. Ça vous permet d'avoir de l'expérience plus rapide pour votre personnage. Soit au départ, le fait de payer vous permettait d'avoir accès à des armes, à du contenu différent qui vous permettait d'être plus fort. Ça a été très vite rappelé. Oui, dites-moi. Excusez-moi, quand vous parlez de payer, c'est des grosses sommes ou c'est Alors, tout va dépendre. Plus vous voulez aller vite, plus vous allez devoir mettre la main au portefeuille. Donc oui, ça peut aller d'une dizaine d'euros à des centaines, voire à des milliers pour certains jeux, et notamment des jeux mobiles. Alors, on pourrait penser que sur des consoles, on y mettrait le paquet, mais non, c'est sur mobile que les gens payent le plus. Incroyable. Comment on fait pour payer des milliers d'euros quand on est un jeune? C'est pas possible. Alors, on a parfois des parents qui financent, ou alors, ça peut faire partie des cadeaux de Noël, de Hanouka, de fin d'année, des anniversaires. Dès que les enfants ont un peu d'argent, ils ont envie de s'identifier à des personnages. Et au niveau du marketing, les sociétés de jeux vidéo, elles sont très inventives. On était récemment sur une période de Coupe du Monde, on a vu Messi, on a vu Neymar. La première chose, vous avez envie que votre personnage soit Neymar, et payez 10 euros et on vous donne cette possibilité-là d'avoir Neymar dans Call of Duty. Et du coup, quand on est un jeune de 15-16 ans, qu'on adore le football, on se dit ce n'est que 10 euros et ça me permettra d'avoir éternellement Neymar dans mon jeu. Donc alors on y va. en fait, c'est 10 euros plus 10 euros plus, on fait pas vraiment le compte, et puis à la fin du mois, on reçoit quoi? De l'addition sur sa carte bleue? Voilà, ça dépend de l'âge terrible. qu'on a. Il y a des gens qui maîtrisent leur budget et qui savent ne pas dépenser une certaine enveloppe, mais on a d'autres personnes qui ont envie de posséder toutes les variantes, ce qu'on appelle un skin, c'est-à-dire une apparence de personnage, et on a des gens qui sont prêts à payer, oui, des centaines d'euros pour que ça aille plus vite, pour être plus beau et pour être différent des autres joueurs. Voilà. Au niveau de l'apparence. Oui, l'apparence, tout joue, quoi. On peut tout acheter, en fait. Ouais, alors, ce que je vous disais au départ, quoi. Sarah, c'est qu'il y a le pay to win, c'est quelque chose qui a été décrié par la majorité des joueurs. C'est-à-dire, vous payez pour être plus fort et pour aller plus vite. Ça, les gens ont détesté ça parce que du coup, les jeux derrière étaient critiqués. Donc maintenant, c'est un pay to skin. C'est-à-dire qu'on paye pour avoir une apparence différente. C'est-à-dire que ça va rien changer à votre façon de jouer. Vous n'allez pas être plus fort, mais votre personnage va avoir sa propre identité, ses propres couleurs. Vous pouvez faire ça aussi pour tout le reste. Pour le foot, ça va être la couleur des chaussures et du maillot. Et pour les jeux de tir, ça va être la couleur de votre arme. C'est comme avoir un avatar, quoi, aujourd'hui. C'est exactement ça. Voilà. Chacun et on essaye de s'identifier à ça. Ah oui, d'accord. Alors, en fait, l'explication, elle peut pas être plus claire. C'est impeccable. Alors, une dernière question, peut-être, pour essayer de bien comprendre la tête du joueur. Avec toutes ces choses-là, comment on arrive à réduire sa consommation ou un jour peut-être s'arrêter complètement? C'est possible? Alors, ça dépend de l'âge qu'on a. Alors, quand on est jeune, quand on a la quinzaine, moi, à mon niveau, j'ai 34 ans. Et moi, je suis marié. Donc voilà, la première étape, j'allais vous dire, quand on rencontre quelqu'un, donc vous êtes arrêté. Se met en couple. Non, je me suis pas arrêté complètement. Ça fait partie de mon équation. J'ai besoin d'avoir mon temps de jeu aussi. Ma femme est consentante. Elle a, elle aussi, ses moments sur Netflix. Moi, c'est les jeux vidéo. À la fin de la journée, j'aime bien passer un petit peu de temps. Quoi. Voilà, c'est mon loisir. C'est un peu plus qu'un loisir parce que c'est quand même quelque chose qui me prend. J'aime jouer. Je suis très compétitif, très compétiteur. J'avais dit dernière question, mais une seconde, je suis passionné, moi, par ce truc-là. En fait, c'est aussi difficile de s'arrêter parce qu'il y a des copains aussi qui jouent. On joue alors avec voilà, c'est ce que potes. j'allais dire. Quand on joue, il y a une appartenance à une communauté. Les jeux l'ont très bien compris. Donc, il y a le multijoueur. C'est-à-dire que vous pouvez jouer en réseau avec vos amis. La période du confinement, par exemple, a été une période très compliquée pour la majeure partie des gens. Mais pour tous les gamers, tous les gens qui ont cette capacité à jouer, cette habitude, et pour nous, c'était très peu différent de la période d'habitude parce que on était toujours connectés. On a toujours été confinés. Voilà. On arrivait à se retrouver. On joue en général avec un casque et un micro. Donc, on est connecté différemment de nos amis et on se fait aussi
une communauté à part entière avec ce qu'on appelle des guildes et des cercles de jeu dans lesquels voilà on se retrouve. Vous avez différents échelons comme dans la société et l'objectif voilà c'est toujours de gravir les échelons et d'atteindre les paliers supérieurs. Alors merci Yoni, vous avez été on ne peut plus clair. Maintenant on sait ce qui se passe plaisir. exactement dans la tête du joueur. Merci, bonne soirée et on va Merci pouvoir progresser vous. dans le débat grâce à vous. À très Avec bientôt. grand plaisir, bonne continuation à vous aussi. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ouais, alors Sarah, je pense que c'est assez concluant. Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Bah, moi, franchement, ce que j'ai retenu, Oui. c'est que je dois m'attendre à ce que mon fils, à 34 ans, sera toujours devant un écran. Alors d'abord, il sera toujours devant un écran. Oh là là. Mais le pire, c'est quand on dit c'est mon temps de loisir, c'est mon temps personnel, c'est-à-dire c'est décidé, ça va être dédié à ces jeux-là. C'est-à-dire on sortira pas, on n'a pas pensé obligatoirement à d'autres activités. J'ai envie de dire quand c'est sous contrôle, comme Yoni, il contrôle, il travaille, il a sa vie. Ça n'a peut-être pas été toujours le cas quand il avait 15 ans ou 16 ans. Tout à fait. Surtout que les éditeurs et tout s'améliorent, on va le voir tout à l'heure, et progressent et affinent leur approche. Oui, bah, le problème, c'est que, à mon avis, c'est de pas tomber, comme tu dis, dans l'addiction grave, perdre vraiment pied. Et on connaît des ados qui ont pris la carte bleue de papa-maman derrière leur dos et qui ont abreuvé leur jeu avec tout ça. Et ça, je pense que c'est la frontière. Je suis d'accord avec toi, d'autant plus qu'il nous a parlé des gens qui jouent des centaines d'euros par mois, d'autres des milliers d'euros par mois. On n'est plus dans l'addiction, on est carrément dans presque... c'est criminel quand on est un jeune, etc. Des milliers d'euros, personne ne les a quand tu es jeune, ça veut dire qu'il va falloir les trouver quelque part. Tout à fait. Et la porte de la criminalité est très proche, en vrai. Au début, c'est le sac de tes parents, et puis si ça suffit pas, il va falloir les trouver. Comme on retrouve dans les problèmes de drogue, dans les problèmes d'alcool, et finalement des addictions graves. Ce qui m'interpelle aussi dans ça, c'est, tu vois, t'as ceux qui jouent dans les jeux de hasard pour gagner de l'argent. D'accord? Donc, ils vont dépenser, mais en retour, ils ont la contrepartie, une chance sur 1 million de gagner un gain de l'argent. Là, il n'y a pas de gain d'argent. Non, mais là, c'est pas pour gagner de l'argent. Mais il a touché à des points qui sont importants. Gagner un statut, personnaliser une vraie identité, une nouvelle identité, presque, ou son identité qu'on projette dans un jeu. Faire partie d'une communauté, c'est des choses importantes et je pense qu'on va les retrouver avec nos prochains invités parce que là, ça commence à devenir passionnant. Je te propose, Sarah, d'aller faire un tour un peu de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire chez les éditeurs de jeux. Et pour cela, je propose d'appeler Valérie Alphon. Valérie Alphon qui a écrit un bouquin sur ça et sur le fait de comment tu te fais aspirer dans ces jeux-là, parce que de l'autre côté, il y a des gens froids qui parlent profit et qui vont te faire des signes en disant « Viens chez nous, tu vas pouvoir rigoler, jouer ». On parle quand même du jeu. Le jeu, c'est un joli mot a priori. Ouais. Tu vas jouer comme on joue avec des amis, etc. Mais derrière, il y a des gens froids qui sont là pour faire du profit, qui s'en fichent de savoir si tu vas voler dans le sac de tes parents, ou si demain tu vas être attrapé parce que tu auras besoin de fric pour financer ton activité. Ils sont là pour faire beaucoup de pépettes. Et ces gens-là, Valérie va nous aider à les voir, les analyser. Je te propose qu'on l'appelle et qu'on enchaîne dans cette émission. On va passer à notre invité suivant, donc Valérie Alphon, qui a écrit le livre « Tout le monde en a un sauf moi », qui parlait déjà des portables et des gens qui veulent surconsommer et consommer pour être comme tout le monde. Et là, on va voir ceux qui dépassent encore ce stade et qui vont être encore mieux que tout le monde. Alors Valérie, bonsoir. Bonsoir. Alors Valérie, je suis avec Sarah Usan et qui présente cette émission avec moi. On se posait la question, après avoir entendu un jeune qui jouait, qui nous a raconté comment on était aspiré dans le monde des jeux, on a envie de passer un peu de l'autre côté du miroir. Et comme on a l'auteur chez Albin Michel, qui est toi, de Tout le monde en a un sauf moi, dire comment on se fait attraper par le fait d'avoir un portable comme tous les autres, un ordinateur, de jouer au jeu parce qu'on veut être un peu comme tous les autres. Toi, ce que tu dois nous raconter ce soir et qui va beaucoup nous aider, c'est qui sont les éditeurs, qui sont les gens de l'autre côté du miroir qui manœuvrent pour essayer d'attirer nos enfants vers ces jeux et de les plumer, disons-le franchement, parce qu'on a entendu chez Yoni, qui était notre invité avant, qu'on pouvait arriver à des dizaines, des centaines, des milliers, des fois d'euros par mois de consommation pour être le plus beau héros avec les meilleures armes. C'est un truc de fou. Alors, quand tu as étudié ça, toi, et que tu as cherché qui était derrière ces choses-là, qu'est-ce que tu as trouvé, Valérie? C'est intéressant parce que à chaque fois qu'on comprend le modèle économique d'un marché et d'un système, eh bien, on a des réponses en fait à cette question. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux jeunes. C'est-à-dire que quand ils comprennent, justement, tu parles de se faire plumer,
manière de se faire plumer, eh bien, ils peuvent prendre du recul par rapport à ça. Je viens des exemples. En fait, souvent, les jeux vidéo qui posent un peu problème, ce sont ceux qui sont, alors je te mets comme ça, gratuits. Pourquoi? Parce que le modèle économique, c'est quoi des jeux gratuits? C'est que c'est gratuit, donc en fait, on n'a pas l'impression qu'on paye de l'argent, mais attention, et pour être, comme tu dis, le plus beau, etc., le plus puissant, alors on est poussé à acheter des skins pour être beau, des accessoires, etc., etc. Et en fait, c'est assez facilement, c'est pas problème, on peut être amené à dépenser plein d'argent. Et alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour que justement on passe des heures sur ces jeux, ils sont conçus très souvent pour être le plus addictifs possible. Alors moi je parle pas vraiment de l'addiction parce que si un enfant est addict vraiment dans le sens clinique du terme, évidemment il faut aller voir un addictologue. Moi je m'intéresse beaucoup aux pratiques, aux usages qui sont problématiques. Okay, c'est-à-dire passer des heures, pas justement au point d'être complètement accro et dépendant, mais un exemple, par an, je rencontre pas mal de personnes dans le cadre de mes activités justement avec les jeunes aussi les parents, mais ce que je remarque, c'est que souvent les parents ont assez parce que les enfants sont des heures dessus, alors 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça peut aller très très vite. Et ce qu'il faut comprendre justement, c'est comment est-ce qu'on est amené à passer un maximum d'heures. Et pour ça, il faut comprendre la manière dont ils sont conçus ces jeux. Alors, juste avant que tu nous expliques comment c'est conçu, moi j'ai une question. J'ai remarqué, et ça m'avait choqué à l'époque, mais aujourd'hui apparemment ça choque plus personne, que le fameux mot addict qui faisait peur a été transformé et on l'a rendu, rentre, c'est un jeu addict, tu vas voir, tu pourras plus le quitter, tu pourras plus t'en empêcher. Et là, d'un coup, c'est comme si qu'on avait un peu cachérisé cette notion. Regarde comme c'est beau, tu vas être accro à mort, tu pourras même plus penser à l'école ou à quoi que ce soit. Et maintenant, il y a des boîtes de jeux où il y a écrit attention, addictif, ça va être super, quoi. Ouais, ils te la font à l'envers, comme on dit. C'est ça, c'est parce que en fait, ça devient, c'est génial, quoi. Comme tu dis, ça devient. Nous, on dit addict, oh là là, non, c'est pas bien. Mais en fait, pourquoi pas, enfin, entre guillemets, pourquoi pas, c'est fun. Voilà, ça va être fun, parce que c'est ça en fait. Addict est synonyme de fun, d'accord, puisque vous allez plus pouvoir vous en passer. Mais c'est un vrai problème. C'est aussi, voilà, c'est une manière de réfléchir. Il faut pas oublier que le marché du jeu vidéo, quand on est dans les jeux vidéo, c'est à peu près 200 milliards de dollars par an. Wow. Okay, c'est énorme. Et donc, parce que les enjeux financiers sont énormes, bien, les concepteurs de jeux vidéo vont faire appel à des psys, ok. Donc, aux États-Unis, il y a des psys, donc c'est le métier. Tu dis t'es psy pour aider les gens à aller mieux. Non, eux, ils sont psys pour aider les gens à devenir addicts. Elle est plus mal. Non, mais n'empêche, c'est hyper affolant, quoi. Il y a toute une société comme ça de personnes qui sont là pour faire vraiment, excuse-moi, du mal, parce que c'est du mal. Tout ça pour le profit, quoi. Au final, on fait du mal à des enfants, on n'en a rien à faire. Le principal, c'est les dollars. Mais c'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable. Moi, ça me dépasse. Oui, c'est incroyable. Mais en fait, moi, mon travail, c'est d'expliquer aux jeunes justement cet état de fait. Qu'est-ce qu'il y a donc derrière le miroir? Moi, bon, cette année, l'année dernière, et je continue cette année, j'ai fait un projet pilote qui s'appelle Expert en économie de l'attention dans une case de seconde pour expliquer aux jeunes ce qui se passait donc derrière le miroir, c'est-à-dire comment on était manipulé par ces marchands d'attention, des gens qui veulent notre attention, qui veulent notre temps. D'accord? Parce que plus on passe de temps sur leurs applis, et plus ils gagnent de l'argent. Alors attends, je te coupe 2 secondes, Valérie. Donc, en fait, ce que je comprends par ton discours là, c'est que l'idéal dans tout ça, si on peut, c'est prévenir l'ado, vraiment au plus jeune âge où c'est possible de le prévenir, justement pour lui donner la notion de ce que le jeu peut malheureusement le faire rentrer dans une espèce d'addiction, quoi. C'est ça. Il faut faire de la prévention. Mais aussi et surtout lui montrer comment il est manipulé. Parce que c'est ça, en fait, qui lui manque. La pièce manquante, c'est mais comment je suis manipulé? Pourquoi je ne veux pas m'arrêter? D'accord? Et au moment où il comprend ça, il peut, oui, choisir de prendre du recul. D'accord? Encore une fois, je ne parle pas des gens qui sont
addict au sens clinique du terme, je parle des jeunes qui ont des usages qui sont problématiques. Valérie, de ce qu'on comprend, excuse-moi de couper, mais ça nous révolte un peu, c'est vrai. Bah oui. On a l'impression que d'abord, on fait pas le poids. Il y a des types en face qui pèsent des milliards de dollars et qu'est-ce que je vais faire, moi, contre eux? Mais on a l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui a évolué un peu dans la société. Les fameux, quand on était jeune, on nous prévenait, attention, c'est un monsieur essaie de te donner des bonbons pour te faire monter dans la voiture, réagis. Et là, toi, tu fais un peu le même travail en te disant, attention, si le type veut t'attirer avec un petit bonbon, avec un petit jeu qui a l'air beau et reluisant, finalement, il n'a pas tellement de meilleures intentions que celui de la voiture. Non, puis c'est pas ça, Valérie. Est-ce que vraiment un enfant de 12 ans est réceptif à la prévention que tu vas lui faire? Est-ce qu'il entend? Parce que moi, je vois mon fils, je pourrais m'asseoir en face pendant des heures à essayer de lui expliquer. J'ai pas l'impression qu'il est réceptif à mon discours. Alors voilà. Alors, pour répondre à ta question, moi, ce que j'ai fait donc dans ce projet que j'ai mené dans un lycée donc l'année dernière, ce CFD de 15 ans, hein, c'est un petit peu plus âgé, mais ça a été un succès vraiment incroyable parce qu'on s'attendait pas à ça. C'est que les jeunes eux-mêmes, d'accord, dans le cadre de l'école, ils sont partis chercher des informations. Parce que tu vois, là, ils deviennent actifs. C'est pas toi qui viens leur dire, c'est ils sont partie prenante. Donc en fait, le projet c'était quoi? C'était ils avaient plusieurs thèmes, d'accord. Ils pouvaient choisir. Il y avait le sommeil, il y avait la concentration, il y avait comment on devient accro, il y avait comment on est manipulé. Qu'est-ce que c'est être accro, être addict à ces applis? Et en fait, il y avait des groupes, ils choisissaient le thème qu'ils voulaient faire, et en fait, en chacun des thèmes, il y avait des liens, d'accord? Et tu sais comment c'est sur Internet. Tu cliques sur un lien, tu amènes sur un autre lien, hein, c'est tout le principe d'Internet. Et du coup, par exemple, ceux qui avaient fait sur le sommeil, ils ont cliqué sur les liens. J'avais des vidéos, j'avais des articles de journaux. Donc, ils sont partis de ça. Et après, ils sont devenus ce que j'appelle experts en économie de l'attention. C'est-à-dire eux-mêmes, ils pouvaient même m'expliquer des choses que parfois je savais pas où je savais, mais enfin, c'était incroyable. Ils étaient devenus. C'est génial ce que tu veux nous raconter. C'est génial ce que tu nous racontes. Ouais, c'est passionnant, franchement. Non, mais c'est génial parce que on a l'impression que tu as réveillé des gens qui étaient un peu dans le coma, des comateux, en disant allez maintenant vous devenez proactifs et c'est vous qui allez chercher pour vous défendre. Un peu comme si qu'on avait réveillé un système immunitaire. C'est un peu ton boulot. Je vous réveille le système immunitaire parce que là il va falloir se défendre les gars. Oui, c'était ça parce qu'en fait, ils devaient rendre un travail visuel. Je voulais pas qu'ils me rendent un travail écrit parce que je me suis dit bon, ça va pas être personnel, d'accord. Il y avait des petits films, vidéos, posters, Google Docs. C'était incroyable, d'accord. Ils ont fait un travail incroyable. Et aussi, pourquoi ça a marché? Parce qu'en fait, c'était devenu le sujet de la classe. En fait, tous ils en parlaient. Ah ouais, c'est sur quoi tu fais quoi? Ah ouais, moi j'ai découvert ça. Donc en fait, c'était vraiment, il y a eu aussi un effet de groupe parce que justement tout ça, c'était le groupe. Faut pas oublier que les jeux vidéo, ils sont attirants aussi parce que on joue aussi en groupe, d'accord. On a le côté convivial. Et en fait, c'est très très fort parce que bon, je vais vous donner encore évidemment là. Un petit élément, Valérie, parce qu'on doit passer bientôt à la psy. On est avec toi. Ouais, mais je vais juste vous donner l'exemple type pour moi qui est voilà, qu'est-ce que les jeunes peuvent apprendre en ils sont manipulés, tout ce qui est système de récompense, d'accord. Et c'est très fort aussi dans les jeux vidéo, d'accord. Comment est-ce que ils reçoivent des récompenses qui sont aléatoires. Ils pourraient recevoir des récompenses tout le temps, enfin chaque fois qu'ils ont atteint un niveau, c'est possible. Mais il y a aussi des jeux où on reçoit des récompenses, mais c'est un peu voilà, c'est un peu random quoi. C'est un coup oui, un coup non. Et ça donne encore plus envie de continuer le jeu parce qu'on ne sait pas quand elle va tomber la récompense. Donc ce que je veux dire, ça c'est un exemple. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on comprend dans tout la manière dont on est manipulé, l'effet de la dopamine, etc. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais quand un jeune commence à comprendre les tenants et les aboutissants du problème, les stratégies des concepteurs de jeux vidéo pour les rendre accros, on est c'est autre chose. C'est pas du tout le même. Le jeune, il est passé, je veux dire, de jeune qui est complètement passif, il devient un peu actif et surtout. Il prend conscience de quelque chose. Valérie, désolé, on va devoir s'arrêter là. C'est super intéressant. J'aurais pu en parler avec toi des heures. Mais en tout cas, on a repris espoir un peu parce que il y a un début on peut faire quelque chose.
Et on Oui. reprend un peu espoir là avec Sarah. Ouais, franchement, Donc, là, je t'assure que tu m'as redonné vraiment l'espoir. On va devoir enchaîner avec Claire Dahan qui te connaît aussi très bien et qui te passe le bonjour. On va passer à la psy maintenant. Merci d'avoir été avec nous et à très Merci. bientôt. À bientôt, À Valérie. bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bon, Sarah, Bye. là, on a un petit fil, là. On a un peu d'espoir en vue, peut-être. Mais- Peut-être de réveiller un peu le système immunitaire de nos gosses. Ben, quand je t'ai parlé du problème de mon fils au départ, je t'assure qu'à un moment donné, je me suis dit, mais. Enfin, tu sais, j'ai regardé le problème, j'ai essayé de prendre du recul, j'ai dit, mon Dieu, comment je fais pour m'en sortir, pour essayer de le toucher maintenant. Quand tu l'entends parler, tu te dis, bon, ben, finalement, on tient le fil, on tient Oui, quelque c'est chose. agréable d'abord de savoir qu'il y a des gens qui bossent sur ça, qui ont Ouais. prévu la résistance, Ouais. parce que c'était pas évident. On a en face des bonhommes qui ont des milliards en poche et qui peuvent amener les meilleurs experts du marché. Mais il y a des petits pôles de résistance. Et s'ils peuvent réveiller le système immunitaire un peu de nos enfants, leur permettre au moins de se défendre Ils pensent à la par vaccination. eux-mêmes. Voilà, la vaccination un peu, c'est un bon terme. Je pense qu'on est peut-être sur la bonne piste. On va maintenant appeler Claire Dahan. Alors, Claire Dahan, c'est une psychologue. Je vais la présenter dans quelques secondes. Mais elle va essayer de nous donner encore un éclairage sur les raisons qui font qu'un enfant arrive. Pas le côté du joueur, plus le côté du thérapeute qui reçoit des enfants et qui les entend, qui entend les problématiques même des parents. Et aussi, je ça pense va que être intéressant. ça va être super sympa. On va passer maintenant donc à Claire Dahan. Bonsoir Claire. Bonsoir. Alors Claire Dahan, je vous présente, vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute, praticienne, hypnose, EMDR et coach certifié. Il y avait encore quelques lignes, mais je vais essayer de faire une petite réduction. Bon bref, vous êtes tout à fait compétente pour répondre avec nous aux questions que nous nous posons. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? On a entendu un joueur un peu addict qui a joué beaucoup au jeu, qui maintenant a grandi, essaye de s'en sortir un peu, mais il est encore attiré par le côté fun. On a entendu une spécialiste qui a écrit un livre sur les éditeurs de jeux et qui nous prévient des dangers de cette industrie qui brasse des centaines de milliards de dollars par an et donc qui va pas nous faire de cadeaux. Et là, on a envie d'entendre un peu la clinicienne, la psychologue qui reçoit des gens dans leur cabinet, qui parle sûrement à des parents désespérés aussi, et qui voit aussi des enfants qui, eux, sont pas obligatoirement désespérés, qui sont des fois joyeux de jouer. Tranquille. Et donc, voilà, on avait une première question. Alors, qu'est-ce qui attire tellement nos jeunes dans ces jeux sur console ou sur ordinateur? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, un premier axe, c'est tout ce qui touche à l'essence même du jeu. C'est-à-dire que les jeux vidéo sont extrêmement bien conçus pour capter l'attention, pour être très stimulants et pour faire ce qu'on appelle une activation de récompense, c'est-à-dire par des points. Donc ça, c'est une chose importante. On parle en psychologie de gratification immédiate. C'est-à-dire que lorsqu'un ado va jouer, qui va avoir des bonus, qui va avoir des points avec des stimulations visuelles, auditives, tout ça va le rendre accro. Et puis, bien sûr, ça offre aussi un accès on va dire, au monde fantastique, à des personnages qui ont des pouvoirs. Donc, tout ça est très attrayant. Alors, il y a une autre dimension qui est importante à prendre en jeu, c'est la notion de groupe d'appartenance. Le groupe d'appartenance, c'est un besoin qu'a tout individu, mais en particulier les adolescents, de sentir qu'il appartient à un groupe et qu'il est reconnu. Et c'est vrai que lorsqu'un ado joue, alors d'une part, il est reconnu pour ses compétences, mais quand il joue en réseau, il fait vraiment partie d'un groupe, même avec des gens qu'il n'a jamais rencontrés, d'un groupe avec lesquels il tisse des relations qui sont solides, même si elles sont virtuelles, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, ce sont des relations qui sont très fortes. Et pourquoi c'est important? Ça lui donne un statut, ça lui donne une identité à l'intérieur même de ce groupe? Voilà, exactement. Alors, on sait qu'à l'adolescence, on sait que l'enfant est en mutation à l'adolescence, qu'il est en transformation, qu'il se cherche. Il a un besoin d'exister sur le plan narcissique. Là où un petit enfant voudrait plaire à ses parents, un adolescent a envie aussi d'avoir de la reconnaissance de ses pairs, P-A-I-R-S. Et donc, le fait d'être un peu un héros dans le jeu, ça lui permet d'avoir une identité, exactement, d'exister. D'accord. Alors moi, je me permets, bonsoir Claire. Bonsoir. Donc en fait, comment vous arrivez en tant que thérapeute à aider un enfant à sortir de cette spirale et à retrouver un peu le sens des réalités? Parce qu'on est d'accord qu'il les perd au bout d'un moment. Donc comment vous abordez ça? Alors, en tant que thérapeute, comment on fait pour aider les enfants? D'abord, il faut essayer
de pas diaboliser les jeux vidéo. Faut pas oublier que à l'origine, c'est un loisir et puis une passion n'est pas toujours une addiction. Si depuis 2018, hein, c'est reconnu, enfin, le gaming disorder est reconnu comme un trouble, on n'est pas forcément dans quelque chose qui touche à l'addiction. À quel moment on est dans l'addiction? On est dans l'addiction quand le besoin prend le pas sur le plaisir. C'est-à-dire quand un ado va préférer jouer que sortir avec ses amis, lorsqu'il va désinvestir sa scolarité. Ou par exemple, quand j'avais un patient qui me racontait qu'il jouait en réseau et que donc il ne pouvait pas sortir de telle heure à telle heure parce qu'il avait il était un petit peu, comme on pourrait appeler, d'astreinte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il devait être là pour jouer de telle heure à telle heure et que donc il ne pouvait pas sortir. Là, effectivement, on est dans quelque chose comme s'il y avait un devoir de jouer. Alors, c'est important en tant que thérapeute déjà de faire la différence entre le jeu addict et le jeu passion. Quand on est dans un jeu qui est un jeu addict, ce qui marche le mieux, c'est de travailler avec les outils des thérapies cognitives et comportementales. C'est-à-dire de pouvoir travailler avec le jeune sur mesurer son temps. Souvent, l'adolescent ne se rend pas compte qu'il y passe autant de temps. Donc, on peut lui proposer de mettre des alarmes. On peut lui proposer de prévoir d'autres activités, de prévoir des pauses. Et puis, il y a aussi quelque chose qui marche bien, c'est jouer dans un espace commun. Ça prend pas du tout la même dimension, jouer dans un espace commun et jouer planqué dans sa chambre. Mais d'un autre côté, vous avez dit que s'il joue en réseau, il dépend aussi d'autres personnes. Et le fait d'être dépendant d'un horaire bien précis, c'est parce que tout le réseau a dit on joue à 2 heures, par exemple. Et là, ça rend un peu plus difficile cette approche, malgré tout. Tout à fait. C'est pour ça qu'en tant que thérapeute, on étudiera d'abord de quelle manière l'enfant joue. S'il joue en réseau, c'est complètement différent. S'il joue en réseau, il est effectivement dépendant d'un groupe de personnes et il peut avoir des horaires de nuit. Et là, il va falloir revaloriser avec lui les rencontres dans la vie réelle et pas dans la vie virtuelle. Ce qui est assez compliqué puisqu'avec le confinement, on a vu justement que l'importance des relations virtuelles, on a vu même à travers les réseaux sociaux, on a vu que ça pouvait être quelque chose de capital pour l'enfant. Effectivement, donc, la première chose... excuse-moi de te couper, mais tout à l'heure, effectivement, ça confirme ce que tu dis. On a vu un joueur qui a dit, alors moi, j'ai pas senti le corona. Oui, j'évolue tellement dans le virtuel, ça va pas déranger. Exactement. Et ça, il faut que nous, on puisse s'intéresser en tant que thérapeute et en tant que parent, il faut qu'on puisse comprendre ce qui se joue sur le plan virtuel. Parce que pour nous, sur le plan virtuel, veut dire ça n'existe pas. Pour l'adolescent, c'est pas parce qu'on est dans le virtuel, on peut avoir des relations très fortes en virtuel. Et Claire, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des parents, comme moi, hein, par exemple, hein, je me mets dans l'eau, pour essayer de comprendre nos ados face à ces jeux que, excusez-moi, mais moi je suis complètement larguée. Vraiment, j'y comprends à demi. J'essaye vraiment mais je lui laisse quand même de l'espace. Mais quels outils vous pourriez nous donner à nous en tant que parents pour faire face à ce genre de choses et pour essayer justement de limiter cette entrée lente mais sûre dans l'addiction, quoi. Cette entrée insidieuse. Oui, tout à fait. Alors, comme pour tout en matière d'éducation, je pense que c'est important d'établir un dialogue. Il faudrait qu'on soit plus curieux à l'égard de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils font sur les jeux vidéo? À quoi ça correspond pour eux? Quelles valeurs sont véhiculées dans ces jeux? Qu'est-ce qu'ils aiment? Pourquoi? Comment ça fonctionne? On parlait confinement tout à l'heure, mais justement, pendant le confinement, il y a des parents qui se sont mis à jouer avec leurs enfants. Et ça a créé du lien. D'accord. Il faut aussi savoir, je tiens à le dire, qu'il ne faut pas diaboliser ces jeux. Certains psychiatres, addictologues se servent des jeux vidéo en thérapie comme médiateurs. Donc, c'est important aussi de se souvenir qu'il y a pas tous les jeux ne véhiculent de l'agressivité. Alors, c'est vrai que quand on n'y connaît rien, on a un petit peu tendance à tout mettre dans le même panier. Donc, c'est pour ça que la première chose, c'est la curiosité, le dialogue, et puis ensuite, je pense que la punition, elle est hyper contre-productive, comme dans tout. C'est-à-dire que ça fait qu'accroître l'agressivité, la colère. Moi, je vois des enfants qui finalement jouent la nuit en se connectant sur le Wi-Fi du voisin, donc on n'a pas gagné grand-chose. Le mieux, c'est de co-construire ensemble des limites, de réfléchir ensemble, et tout ça, ça se fait grâce au dialogue. Alors, ce que vous dites, en fait, c'est qu'on peut éviter le conflit quand même, dans lequel trop de parents tombent.
Oui, mais alors le jeu vidéo, c'est la même chose que les réseaux sociaux, c'est la même chose que les séries vidéo, les séries Netflix. C'est pareil, c'est-à-dire que plus on va s'intéresser, plus on va faire rentrer cette activité des enfants à la maison, dans le monde réel, et plus on va pouvoir comprendre et fixer ensemble des limites et en discuter. Le pire, c'est quand les enfants ne parlent pas et font les choses, quand les adolescents font les choses tout seuls. Et effectivement, à ce moment-là, on découvre un peu tard qu'on n'est plus dans la passion, mais qu'on est dans l'addiction. Alors, ma dernière question, merci en tout cas, c'est très intéressant. Ma dernière question, c'est un peu comment on fait nous les parents, et comment vous faites vous les thérapeutes pour pas, parce que nous on va trouver ça dramatique, mais l'enfant n'est pas du tout dans le même état d'esprit que nous. Lui, il est encore dans le jeu, il est en train de rigoler, quand même, il sera en train de dépenser tout notre argent parce qu'il y a des jeux qui sont payants, il y a des choses qu'on peut acheter aussi. On n'est pas du tout finalement sur la même longueur d'onde émotionnelle. Nous, on est dans une espèce de drame et lui, il est encore dans le jeu et il comprend pas ce qu'on veut quelque part. Et ben, il faut jouer avec lui. En fait, c'est ça. Voilà, ce que j'ai compris, c'est que je vais rentrer, je vais commencer à jouer avec, quoi. Mais là, on va voir Sarah qui va mettre 100 € sur la table pour acheter des nouvelles armes. Vous parliez des jeux payants. Ça, justement, c'est un indicateur de risque. Alors, quand on fournit une voiture ou une carte bleue à nos enfants, on leur explique quels sont les dangers. Et quand on fournit des jeux vidéo ou un smartphone ou un ordinateur, bien souvent, on oublie de donner les règles. Donc, ce qui est important, c'est de donner les règles, de discuter, et puis ensuite d'essayer d'identifier, voilà, qu'est-ce que fait l'ado, à quel besoin ça répond chez lui. Et tout est une question vraiment de dialogue, de curiosité. Pour pouvoir savoir ce qu'il fait, il faut s'y intéresser. Donc le vrai message, c'est vu qu'on a en face des éditeurs qui, eux, sont là pour gagner de l'argent et qui n'ont pas lésiné sur les moyens, il va falloir que nous aussi on investisse beaucoup de temps, beaucoup d'écoute et beaucoup de discussions avec nos enfants si on veut y comprendre quelque chose et avoir les armes pour réagir. C'est exactement ça. Exactement. Claire, merci beaucoup. C'était vraiment plein d'enseignements. Merci beaucoup. Et à très bientôt. On n'hésitera pas à vous consulter si on a d'autres sujets, parce que des addictions, on en a sous toutes les formes. Ah oui, il y en a un paquet. Dans toutes les catégories. Merci avec beaucoup. Plaisir. Bonne merci soirée. Bonsoir. Alors Sarah, c'est un peu l'heure de la petite discussion finale, de la conclusion un peu. De la conclusion. Alors si on résume un peu tout ce qu'on a écouté, eh ben, il y a le joueur qui lui joue, et on a vu tout à l'heure peut-être Yoni qui disait mais je comprends pas quoi. Finalement, on rigole bien, même si on paye, même si c'est cool. Et moi aussi, à 34 ans encore, je trouve ça encore cool et je trouve ça sympa, quoi. Je veux bien que vous essayez de me remplacer ça par des trucs plus, mais moi, c'est ce qui me fait ma journée, quoi. Voilà, il y en a qui vont jouer au tennis, il y en a qui vont faire un bowling, il y en a qui ont besoin de loisirs. Lui, bon, il a besoin de son jeu, je comprends. Il y a Valérie qui nous dit, attention, vampires de l'autre côté, des requins, des vrais requins de la finance. Ils ont des psychologues, ils ont des psychiatres, ils vont t'attirer. Mais d'un autre côté, chez l'homme, il y a les capacités de réagir si jamais il comprend quels sont les enjeux, quelles sont les personnes en face. Oui, et qu'il est manipulé. Qu'il est manipulé. Elle disait que si tu fais comprendre, voilà, exactement. L'enfant, s'il comprend qu'il est manipulé quelque part, il s'arrête. Alors en fait, le parent, il a intérêt à essayer de faire passer la manipulation. C'est pas moi qui te manipule en voulant te prendre le iPad, etc. C'est les gens de l'autre côté. Moi, j'essaie que de te protéger. Non, mais c'est important comme parce que si jamais on les attaque en disant je vais te confisquer le iPad ou ton téléphone, ou ton portable, etc., on a l'impression que c'est nous l'agresseur. Or, l'agresseur, c'est pas nous, quoi. A priori, il y a quelqu'un qui l'a ciblé et qui est en train de l'attaquer pour le dépouiller. Parlons clairement. Derrière le mot jeu et derrière le mot on rigole, il y a des types, tu le disais tout à l'heure, et je pense que tu le disais très bien, qui sont sans scrupules. Ah oui. Et c'est ce que nous a raconté Valérie. Claire, elle est un peu à mi-chemin en disant oui, tout est vrai, mais il n'empêche, à la base, il voulait jouer. À la base, l'enfant a besoin de jouer, il a besoin de s'affirmer, il a besoin de gagner des choses, et il a besoin aussi de travailler en communauté. Tout ça, c'était du positif, c'était pas bien méchant. Non. Sauf que il a mordu un peu à l'hameçon, et depuis, il est un peu pris. Mais Claire, en fait, si tu veux, elle nous dit de dédiaboliser. D'accord ? C'est vrai que là,
enfin, moi personnellement, ça m'a enrichi de faire cette émission avec toi ce soir. Je pars vraiment avec des outils pour faire face, parce que moi-même, tu disais confisquer l'iPad. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai confisqué l'iPad parce que tu comprends qu'à un moment donné, quand tu vois ton fils qui est Mais d'un autre côté, c'est un réflexe naturel de parents, défense. voilà, De défense, même de soi. de protection. Moi, la j'essaie maison est en train de partir en cacahuète. Moi, j'essaie de le protéger. Mon enfant est en train de se faire aspirer par un bonhomme et qui demain va le plumer et je fais rien. Et finalement, c'est assez délicat. C'est vrai que le réflexe, c'est donne-moi l'iPad et rends-moi le truc et je coupe. Et je coupe. Et le sevrage et tous les trucs qu'on connaît dans les histoires de portables, etc. Allez, on va le sevrer, mais finalement, c'est des trucs qui font peur un peu. Mais c'est le premier réflexe. Et Claire nous dit du calme. Ouais. Du calme. Cool. Easy. Easy. Va jouer avec ton fils. Venez, on essaye de Je réfléchir vais rentrer ensemble. jouer avec mon fils. Venez, on essaye de réfléchir ensemble. Il y a sûrement une troisième voie qui, elle, est plus douce et qu'on peut atteindre. Et là, on va peut-être mettre le paquet avec des éducateurs, des fois avec des psychologues comme Claire, etc. Mais surtout avec énormément d'écoute et énormément de dialogue, sans quoi on va aller rushbackir, comme on dit en hébreu. Voilà. On va rentrer la tête dans le mur ou la tête dans celle de notre enfant et ça va pas marcher obligatoirement. Non, c'est hyper enrichissant en tout cas. En tout cas, pour conclure, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est l'histoire identitaire. C'est quand Yoni nous a raconté, finalement, presque le rêve du gosse. Au début, c'était de jouer avec un personnage. Et puis après, il s'achète un skin. Oui, et puis après, c'était un skin, mais qui te ressemble de plus en plus, qui ressemble à tes héros, qui ressemble à Messi, à Neymar. Et À ton idéal. Et des fois à toi, et tu vas acheter presque ta tête. Et là, dans le monde de tous les jours, t'es un type parmi les autres. Mais là-bas, t'es beau, t'as payé, t'as des belles armes, t'es un chef. Et là, tu vas rentrer Yoni, par exemple, qui va gagner, qui va conquérir le monde. Super Yoni. Qui va libérer. Et finalement, peut-être, on a tous des rêves d'être la plus belle, la princesse, le héros, d'épouser un prince charmant et tout. Et dans le jeu, on a l'occasion un peu de le faire. Et finalement, le jeu nous fait rêver. Je pense que les éditeurs savent jouer sur ce rêve. C'est évident. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien présenté. Que ça attire effectivement, mais ça nous rappelle un peu les contes de la mythologie, le chant des sirènes où tu allais t'écraser sur les rochers, mais békef, avec joie, parce que le chant était tellement beau. Donc voilà, j'espère qu'on a mis de l'eau à votre moulin ce soir, qu'on a essayé avec Sarah, qui a été pour moi super, extraordinaire ce soir, Merci, de vous donner un peu plus d'éléments. Et j'espère que vous communiquerez avec nous sur les réseaux sociaux pour essayer d'avancer, nous donner des idées d'autres émissions. C'était le projet ado qui va essayer de trouver des solutions pour nos ados, avancer ensemble, main dans la main et de plus sereinement possible. Oui, et puis surtout, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Hein, tout à fait. Tandem TV, n'oubliez pas, Tandem TV, suivez-nous. De toute façon, on va faire du bruit, on ne vous laissera pas ne pas vous suivre. Voilà, au revoir.